Deuxième partie de ce 5e cours de 2e année. Nous avons déjà remarqué depuis le début de cette année que la morale n'est pas seulement individuelle mais aussi sociale. La morale, c'est la science des actions de l'homme qui concerne l'homme comme tel, non seulement de l'homme que nous sommes, mais aussi des hommes avec lesquels nous vivons. Nous recevons des autres et aussi nous leur donnons. La morale est en lien avec la vie sociale, parce que l'homme est un être social, il n'a pas été fait pour vivre isolé. On verra ça un peu plus près, mais on le sait déjà. Et de fait, l'histoire nous apprend qu'il vit rarement isolé, l'homme. Nous dépendons tous les uns des autres dans notre développement d'homme, dans le bien comme dans le mal, malheureusement, que nous le voulions ou non. Une société qui dégringole, on a un petit peu l'exemple aujourd'hui. Tout le monde dégringole plus ou moins, tout le monde est imprégné de l'atmosphère générale. Il est donc nécessaire d'étudier cette vie sociale parce que notre vie morale en dépend. Vous voyez, il ne suffit pas d'étudier l'homme en lui-même, il faut aussi étudier l'homme en tant qu'être social, qui est fait pour, on le verra, il est de nature, il est fait pour vivre en société. C'est pas seulement un hasard, c'est pas seulement parce qu'il y a plusieurs personnes juxtaposées qu'il va y avoir une société. C'est l'homme est vitalement indépendant de la société, et la société évidemment est dépendante de l'homme. Comme on l'a déjà signalé, dans toute étude, la première chose à faire, c'est de définir de quoi on parle. Ça, c'est très important, parce que dans toute discussion, on dit il faut dialoguer, il faut discuter, il faut etc. Mais ce qu'il faut, c'est vrai, il faut dialoguer, mais il faut aussi bien définir les notions dont on va parler et la notion que l'on cherche à éclaircir. Il faut répondre à la question qu'est-ce que c'est. Vous savez, on l'a vu, la définition, c'est ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est. Et la réponse à la question qu'est-ce que c'est la nature, l'essence, on l'a vu. Ce premier cours porte donc sur la nature de la société. Vous allez voir comme c'est important de bien définir les choses dont on parle. C'est pourquoi ce cours est fondamental pour le reste de cette 2e année, parce que c'est la nature de la société qui va éclairer tout ce qu'on va dire par la suite sur la vie en société de l'homme. Qu'on a oublié aujourd'hui malheureusement en partie ou en totalité. Et vous allez voir, c'est tout simple et puis c'est d'une évidence. C'est tout simple. C'est pas dans le sens où c'est pas compliqué, mais et puis d'ailleurs combien on a besoin de retrouver cette définition aujourd'hui. Qu'est-ce que la société? Vous allez voir le processus logique. De la logique thomiste, de la logique scolastique qui nous force, qui nous contraint d'une certaine manière à arriver à fournir, à donner cette définition pour faire une étude correcte qui va bien répondre aux questions qu'on se pose. Principalement la question qu'est-ce que c'est? C'est la question fondamentale de l'homme. Nous n'allons pas procéder pour cela comme certains dont Descartes qui tentent de poser une définition a priori de la société, c'est-à-dire à partir de leur esprit, indépendamment de la réalité, et ensuite d'en tirer les conséquences. C'est la meilleure manière de déduire des conclusions en dehors de la réalité et qui se heurteront à celle-ci de façon brutale et douloureuse tôt ou tard. Vous voyez l'inconvénient
non seulement on n'est pas dans la réalité, mais en plus on va se buter à la réalité et c'est très douloureux. Comme on l'a vu, la réalité ne procède pas de notre esprit, c'est plutôt notre esprit qui doit se conformer à la réalité. Et de même qu'il faut étudier la nature de l'homme pour en connaître d'une certaine manière le mode d'emploi, entre guillemets, et agir en conséquence, de façon à ce que tout se passe le mieux possible pour lui, de même en ce qui concerne la société. C'est pas évident ce que je dis là aujourd'hui, on a oublié ça. On croit que, surtout aujourd'hui avec le transhumanisme, etc., on croit qu'on peut décider de ce qu'est l'homme lui-même dans sa nature. C'est grave ça, parce que l'homme il dépendra jamais il dépend justement. C'est là qu'il va falloir distinguer entre ce qui est de la nature dans l'homme qu'on ne peut pas changer, et non seulement qu'on ne peut pas changer, mais il va falloir agir en conséquence. Et puis ce qu'on peut changer aussi, comme les façons de vivre, les cultures, les coutumes, tout ça, bon, il y en a de différents pays, il peut y avoir une diversité de ce côté-là sans qu'il y ait de problème de ce qu'il y a de fondamental dans la vie de l'homme. Mais on ne peut pas négliger la nature. Il faut, vous voyez, donc je répète, il faut étudier la nature de l'homme pour en connaître d'une certaine manière le mode d'emploi. Je reprends l'exemple qu'on avait pris un peu, bon, qui est un peu vulgaire, mais qui est une bonne image, toute proportion gardée évidemment. Vous achetez un appareil, vous l'utilisez mal, il risque de se détraquer et même il risque de devenir inutilisable pour toujours. Dans l'homme, c'est évidemment toute proportion gardée, il n'y a même pas de proportion. L'homme, c'est pareil, pour savoir comment agir avec lui et comment il doit agir, il faut savoir comment il est fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on va nous contraindre, nous contraindre et puis nous brimer un peu notre liberté. Étudier la nature de l'homme, ça comporte justement de tenir compte de tout, y compris la liberté. C'est là que c'est pas facile, vous allez voir, la vie en société, parce qu'il faut en même temps vivre d'une certaine manière, ce qui fait penser un petit peu à une contrainte, et puis d'un autre côté, respecter cette liberté. Vous allez voir comment c'est admirablement bien fait par cette science de la scolastique. Donc tenir compte de la nature de l'homme pour en connaître le mode d'emploi et agir en conséquence de façon à ce que tout se passe le mieux possible pour lui, de même en ce qui concerne la société. Il faut en connaître la nature pour pouvoir dire comment agir avec elle de manière à ce que les choses se passent le mieux possible entre les hommes. Vous agissez si vous n'agissez pas en conformité avec la nature, vous agissez contre nature, et ce qui est contre nature, on sait que ça apporte beaucoup d'inconvénients. Donc nous allons chercher une définition a posteriori de la société, non pas a priori, c'est-à-dire à partir de ce qu'elle est réellement, en cherchant à savoir ce qu'elle est concrètement et non en se l'imaginant. Bon, ceci dit sans aucun mépris pour ces grands hommes qui sont quand même des gens très intelligents, Descartes, tous ces philosophes-là. Mais il y a des erreurs qu'il ne faut pas suivre, mais au contraire discerner et rejeter. Il faut donc commencer par observer la société. La première chose, la réalité, observer la société. La première chose que l'on découvre ainsi, c'est qu'elle est constituée d'une multitude d'individus. Vous me direz, là, vous n'avez pas, M. Bizet, vous n'avez pas trouvé, vous n'êtes pas franchement génial. Bon. Bah oui, mais revenir à la réalité, c'est de savoir avoir la simplicité de reconnaître même les choses tout à fait évidentes. Parce que des fois, on passe par-dessus en pensant que ça vaut pas la peine de s'y arrêter, et puis ça conduit parfois, même souvent, à des aberrations pas possibles. Voilà, il n'y a pas de société avec un homme seul, on insiste, on appuie bien là-dessus. Une société commence avec au moins 2 individus. En somme, il faut être plusieurs.
Et c'est ce qui nous donne, donc là on va faire appel aux termes techniques qu'on a utilisés déjà, de la philosophie scolastique, hein, vous vous rappelez, cause matérielle, cause formelle, cause efficiente et cause finale. Hein. Bon. Là on va s'en servir, je ne vous rappelle pas leur définition. On va se les rappeler en les développant maintenant à propos de la société. Donc c'est ce qui nous donne, la multitude d'individus, c'est ce qui nous donne la cause matérielle de la société. On se souvient de la distinction des quatre causes, oui, ben je leur dis là. Deux causes intrinsèques, la cause matérielle et la cause formelle, et deux causes extrinsèques, la cause efficiente et la cause finale. Intrinsèque qui est dans l'être qu'on étudie, extrinsèque qui sont à l'extérieur, d'une certaine manière. La cause matérielle, c'est ce dont l'être est constitué. Et la cause formelle, c'est ce qui donne la nature, son essence, sa définition. Ce qui lui donne sa nature, son essence, sa définition. La réponse à la question « qu'est-ce que c'est ?» Vous voyez où on va en venir là. C'est donc la cause formelle qui donne la nature et non la cause matérielle. Par exemple, ce qui fait la distinction de nature entre un éléphant et une souris, ça n'est pas la matière, parce qu'ils sont tous deux constitués de matière. Vous me direz, c'est pas la même quantité. Ça suffit pas pour les distinguer. Ce n'est pas en cela qu'ils n'ont pas la même nature d'éléphant et nature de souris. Ce qui fait qu'ils n'ont pas la même nature, c'est leur forme, leur cause formelle, qui donne à l'un d'être éléphant et à l'autre d'être souris, comme on l'a vu en première année. Par manque de savoir faire cette distinction, certains ont pris la cause matérielle pour la cause formelle, et on dit qu'une société, c'est une multitude d'individus. Alors si c'était vrai, dès qu'on aurait une multitude d'individus, on aurait forcément une société. On se doute que pour faire une société, il doit exister un minimum de relations entre ses membres. Une multitude disparate d'individus ne suffit pas à faire une société. De fait, société vient du latin socius, S-O-C-I-U-S, qui veut dire compagnon, associé, allié. Voyez ? Pour faire une société, il faut faire quelque chose ensemble, il faut un projet commun. Et c'est pas seulement une juxtaposition d'individus. On va prendre quelques exemples pour faire ressortir ces vérités. Bon, un paquebot traverse l'Atlantique et fait naufrage à proximité d'une île. 2000 personnes se retrouvent sur l'île avec ce qu'elles ont pu sauver du naufrage. Est-ce que cela suffit à faire une société? Ben non. Pas en tant qu'elles sont un ensemble d'individus amassés par hasard au même endroit. Ils n'ont pas voulu être là, et ils sont là par la force des choses. S'ils entreprennent de s'organiser ensemble, par exemple pour construire des habitations à plusieurs, cultiver la terre, par exemple il y a des menuisiers, il y a des couvreurs, il y a des maçons parmi les gens, il y a des architectes, des ingénieurs, etc. Bon, ça peut servir. Alors, pour construire, si ils entreprennent de s'organiser pour construire des habitations, cultiver la terre, élever des animaux, on pourra commencer à parler de société, parce qu'alors ils feraient quelque chose ensemble, ils s'associeraient dans leurs activités, dans leurs projets, vous voyez. Deuxième exemple, prenez deux armées ennemies qui se rencontrent sur un champ de bataille. L'ensemble ne fait pas une société parce que tous les individus ne sont pas associés. De même, si une des deux armées ayant perdu la bataille se retrouve en déroute, comme en 1940 pour les Français, elle ne pourra pas constituer une société parce que les soldats sont d'une certaine manière indépendants les uns des autres. Une déroute, une débâcle, vous savez ce que c'est tout le monde fiche le camp comme il peut, sauf qu'il peut, et puis il n'y a plus de commandement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus vraiment de relation de l'ensemble en tant qu'ensemble, plus d'organisation.
Également, la foule à Paris qui se précipite à la rentrée du travail vers les bouches de métro ne constitue pas vraiment une société, bien qu'elles se dirigent toutes vers un même but. Elles n'ont pas non plus vraiment de relation entre elles. Nous savons bien même aujourd'hui combien notre société individualiste et activiste à l'extrême est à l'opposé d'entretenir des relations un minimum humaines. Pour faire une société, il faut des relations entre individus. Et c'est important ce qu'on dit là, et on ne se rend pas compte. On vit une vie individualiste et on ne se rend pas compte que pour faire une société, il faut avoir des relations. Bon, on va préciser après quelle sorte de relations. Mais déjà au départ, avoir des relations entre nous, entre hommes. Des fois, vous croisez des gens, je ne sais pas s'ils ne désireraient pas que vous disparaissiez de la Terre, parce que vous les gênez ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas une société. En plus, non seulement c'est pas constructif, mais c'est destructif. Il faut des relations, pour faire une société, il faut des relations entre individus. Alors certains en ont déduit que les relations individuelles suffisaient. Et quelques groupes qui bavardent dans une foule sur un quai de gare ne suffit pas à constituer une société, bien qu'il y ait des relations individuelles. Vous voyez, on approche de la définition tout doucement là, vous voyez. On met bien l'accent sur ce qui peut être une société et ce qui ne peut pas l'être. De même, des soldats qui bavardent entre eux après la défaite ou des badauds qui commandent sur un trottoir un accident de voiture ne suffit pas à constituer une société, même s'ils sont d'accord pour en juger. D'autres diront que pour constituer une société, il faut des relations commerciales. Mais des acheteurs autour d'un vendeur de gaufres sur les Champs-Élysées ne constituent pas une société, ni non plus des trocs entre prisonniers d'un camp, par exemple. Que faut-il alors pour qu'il y ait société? On peut reprendre l'exemple de l'accident de voiture. Parmi les badauds, un médecin prend l'initiative de s'occuper des blessés, de demander de constituer un cordon sanitaire autour d'eux, de téléphoner au SAMU, d'aller chercher de l'eau et des médicaments aux pharmaciens, etc. Voyez ? Autrement dit, tous ces badauds qui commentaient l'accident de l'extérieur s'organisent en vue d'un même but, qui est le secours apporté aux blessés. Voyez ? On peut parler de société temporaire. On a passé le simple stade de groupement disparate pour former un ensemble d'hommes qui coordonnent des actions en vue d'une même finalité. Vous voyez où on va en venir. De même, en ce qui concerne l'armée en déroute, un général peut prendre le reste des soldats en main, récupérer des armes et du matériel, et réorganiser une petite armée capable de retourner combattre l'ennemi. Quelle différence? Eh bien, les hommes disparates et épars s'organisent pour former dans l'unité un seul corps de combat. Ce qui fait une société, c'est donc un but commun. Vous voyez, je reviens un peu en arrière là, pour mettre ce fait en accent, en relief par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Quand je vous ai parlé de société en disant que c'est pas un ensemble d'individus, dans votre tête, ça a dû faire tilt, ça a dû dire, si, une société c'est un ensemble d'individus. Non, ça suffit pas, vous voyez, en précisant. Pour dire, dans notre réflexe, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, on a perdu le sens véritable de ce qu'est une société. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on n'est pas fait pour se mépriser les uns les autres, vivre juxtaposés chacun pour soi, et personne pour tous. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, ce qui fait une société, là, cette remarque-là, c'est juste pour mettre l'accent sur ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui est loin de ce que devrait être une vraie société.
Ce qui fait une société, donc on continue, c'est donc un but commun, voulu et suivi par tous. C'est la définition a posteriori, c'est-à-dire basée sur l'expérience, vous voyez. On vient de le faire là, avec plusieurs exemples. Saint Thomas formule cette définition de façon plus précise ainsi. On appelle société un ordre entre des hommes pour réaliser ensemble une œuvre commune en vue d'un même but. Bon, c'est une citation de Claude Paulo, je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit venir de Jean Dejas, qui a dû le prendre véritablement sur Saint Thomas, chez Saint Thomas. Donc, ce qui caractérise une société, c'est un but commun, un bien commun, c'est-à-dire commun à tous les membres, visé par tous et voulu par tous. On devine quelle importance a cette notion de bien commun pour la vie sociale, qui doit être voulu par tous les membres de la société. Bien commun, ça veut dire voulu par tous. Nous verrons plus précisément par la suite en quoi il consiste, ce bien commun, mais on devine qu'il n'est pas loin du bien particulier de chacun, acquis tous ensemble. Comment un sculpteur, on fait apparaître peu à peu, à partir de l'expérience, à partir de la réalité, ce qu'est véritablement une société, ce qu'elle doit être. Ce bien commun est donc la cause finale de la société. Nous savons que la cause finale est la plus importante, la causa causarum, on dit c'est la cause des causes. C'est celle sans laquelle les autres ne seraient pas. Voyez, très important, ça. Vous voyez, les notions fondamentales de la philosophie thomiste, c'est des outils super importants, très très utiles pour retrouver le nord, pour retrouver là où on est, où on en est. C'est en vue de la cause finale que la cause efficiente agit pour que la forme soit dans la matière. Vous voyez, je vous dis dans une seule phrase là tout le rôle de chacune des causes, des 4 causes. Je répète, c'est si vous voulez, le menuisier qui fait sa table, il va faire sa table, donc son but, c'est la table. Lui, il est la cause efficiente. La table est constituée de matière qui est le bois, dans l'exemple. Et la forme de la table, c'est ce qui va faire qu'elle va avoir un dessus, des pieds, etc. Je répète, donc c'est en vue de la cause finale que la cause efficiente agit, pour que la forme soit dans la matière. Sans cause finale, alors s'il n'y a pas de cause finale, si le menuisier n'a aucune commande, rien ne se fait. Ou si il peut ne pas avoir de commande, il peut décider lui-même de se faire quelque chose pour lui, c'est pareil, s'il n'a pas de projet, rien ne se fait. Sans cause finale, il n'y a pas d'action de la cause efficiente, et rien ne se fait, pas de forme dans une matière. Cela veut dire que sans cause finale, sans bien commun, la société est inexistante en tant que société. Vous voyez l'importance. Il n'y a plus que des individus isolés aux actions individuelles. Alors vous entrevoyez un petit peu toutes les conséquences qui découlent de tout ça, qui devraient découler de tout ça dans les sociétés, en particulier dans nos sociétés actuelles, notre beau pays de France. Combien on est loin de ça. La cause efficiente est donc celle qui permet de réaliser ce bien commun qui est la cause finale. Ça va s'éclairer peu à peu, on avance lentement mais sûrement. Cette cause efficiente est d'une telle importance qu'il faudra un cours entier pour l'étudier, c'est le cours 7 sur l'autorité. Bon, ça fait dresser un peu les cheveux sur la tête, mais vous verrez que c'est admirablement bien traité par cette belle doctrine de saint Thomas, la philosophie thomiste scolastique. La cause matérielle est donc la multitude des individus, on l'a dit.
La cause formelle qui donne la nature à la société, c'est ce qui organise les activités des individus vers une même fin. Cet ordre dont parle saint Thomas. Cette coordination des activités des individus vers le bien commun s'appelle l'ordre social. L'ordre social. L'ordre social est donc la cause formelle de la société. Oui, je ne l'ai pas mis sur le... Je tâcherai de vous en souvenir. J'aurais pu le mettre, oui, dans les diapos. L'ordre social est donc la cause formelle de la société. Et ce qui donnera sa nature à une société chrétienne. Alors c'est le titre du livre de Jean de Jars, entre parenthèses, qui correspond à cette deuxième année. Il est épuisé, mais je ne sais pas s'il l'a édité depuis. Vous pouvez le trouver en livre, un livre d'occasion. Voilà donc pour la cause matérielle, la cause formelle et la cause finale de la société. Nous avons là une définition parfaite de la société, parce que nous savons que la meilleure manière de définir une chose se fait par les causes. On en a parlé déjà, vere en latin, verecire per causa scire. On ne connaît jamais vraiment bien une chose que par les causes. Ça permet de déshabiller complètement la réalité. Pour l'avoir toute nue, bon, c'est peut-être pas une bonne image, mais bon, pour traiter les questions vraiment adéquatement, pour répondre parfaitement à la question, quand on peut, c'est pas toujours possible, quand on peut, pour répondre parfaitement à la question, qu'est-ce que c'est la question fondamentale de l'homme, qui, je le répète, nous donne, dans la réponse, nous donne la définition et qui est l'essence, la nature de la chose étudiée. L'ordre social est donc ce qui donne la nature à la société, ce qui l'organise, coordonne ses activités, de manière à ce qu'elle atteigne son but qui est le bien commun. Il y a lieu de distinguer ici, dans cet ordre social, l'ordre statique ou ordre établi et l'ordre dynamique. On pourrait comparer une société à un organisme vivant. L'ordre établi serait alors, dans cette comparaison, l'ordre entre les différents organes, l'activité physiologique, le métabolisme, qui est le métabolisme, vous savez, c'est l'accumulation et dépense d'énergie. Et l'ordre dynamique serait ce que ferait l'être avec ses organes, avec cette activité physiologique, ce métabolisme, avec cette énergie. Vous voyez ? L'ordre établi est le minimum vital pour que la société soit constituée comme autre chose qu'un amas d'individus. Pour qu'elle ait une certaine nature, une certaine forme au sens métaphysique. L'ordre dynamique, c'est la vitalité et la vigueur de cette société par laquelle elle se renouvelle et croit dans le bien. Pas facile, je redis la dernière phrase. L'ordre dynamique, c'est la vitalité, la vigueur de cette société par laquelle elle se renouvelle et croit dans le bien. Ce sont toutes les initiatives énergiques qui vont donner au pays sa vitalité. Voyez. Alors il faut trouver l'équilibre, vous le devinez peut-être, entre l'ordre statique et l'ordre dynamique. Il faut en toute société une part de stabilité, une part de dynamisme, mais avec une certaine mesure. La part de conservation est nécessaire, il ne s'agit pas de tout chambouler, certains l'ont fait et ça conduit à des dégâts pas possibles. Et la part de renouvellement aussi. Les deux sont nécessaires, mais avec une certaine mesure, un équilibre. Quel est l'équilibre ? Il n'y a rien de fixé définitivement,
Mais comme en tout, il faut éviter les excès. Un excès de dynamisme risquerait de faire éclater la société, comme on vient de le dire, de briser ses bases et de provoquer son écroulement. Bon, on a des exemples de ça avec ces révolutions là, qui sont nées, qui continuent de naître plus ou moins dans divers pays, et qui renversent tout. Ils veulent du changement, en croyant que le changement, ça va améliorer les choses. C'est pas le changement qui va améliorer les choses. S'il n'y a rien de bien derrière, de mieux, si c'est pire après, le changement, vaut mieux pas le provoquer. Si l'ordre établi est trop perturbé, ne suit pas, ce qui se construit dessus ne peut pas s'élever bien haut. Ce qui n'empêche pas, on va en parler des révolutions, ce qui n'empêche pas de renouveler parfois l'ordre établi, mais un renouveau doit se faire dans le temps et dans l'ensemble, de manière à ce que les institutions suivent ensemble. C'est logique, pas... même un corps humain, vous n'allez pas passer d'une vie complètement sédentaire à une suractivité mirobolante. Là, on risque de faire péter les plombs, si on peut dire. À l'opposé, un excès de conservation de l'ordre établi mènerait à un état sclérosé de la société, un état cadavérique, bon, peut-être un peu fort, mais pour donner l'image, ce qui est aussi subversif d'une société. C'est un peu, vous voyez, c'est des réactions un petit peu, bon, c'est très mauvais, c'est le 68, la réaction de mai 68, c'est parti sur un mauvais principe, comme quoi il fallait plus de... Bon, c'est complexe, on ne peut pas en parler en deux mots, mais pour en dire quelque chose quand même, plus d'interdire, ça n'a aucun sens. Il faut justement, vous voyez, avec ce qu'on voit là, il faut une organisation, il faut un ordre, une société. On ne peut pas former une société en laissant tout le monde, chacun faire ce qu'il veut. On en est arrivé un peu là aujourd'hui. La société a besoin de renouveau pour vivre. Alors oui, pour dire que donc les gens, il y avait quand même du bon peut-être en ce sens qu'il fallait, la société manquait de renouveau à ce moment-là, qu'il aurait fallu, il y avait des choses à changer, mais le principe était peut-être bon, mais la mise en application a été désastreuse. C'est ce qu'on a, tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc la société a besoin de renouveau pour vivre, comme on le voit dans ce désir constant de changement politique chez les citoyens, comme on disait. Donc ce désir de changement, comme on le voit de nos jours, soit toujours sain, mais il montre au fond une nécessité de nature de la société pour qu'elle vive. Les tendances réformatrices dans une société sclérosée sont nécessaires et peuvent aller jusqu'à devenir révolutionnaires. Un bon coup de fouet peut être bénéfique en évitant la violence dans la mesure du possible. Vous voyez, là, éviter les excès toujours. Donc une société, c'est un ordre entre les hommes pour réaliser ensemble une œuvre commune en vue d'un même but, en vue du bien commun, c'est-à-dire un bien qui va être bénéfique à tout le monde. Il s'ensuit qu'une société est une œuvre d'intelligence, de volonté libre et de vertu. On développe ces points. Si ça vous rappelle, si vous avez bien suivi les cours, ça doit vous rappeler qu'on a là les mêmes éléments, si on peut dire, que dans la morale individuelle. Une société est une œuvre d'intelligence, il s'ensuit de cela qu'une société est une œuvre d'intelligence, de volonté libre et de vertu. On développe ces points. La société, premièrement, est œuvre d'intelligence. Ce qui fait en effet une société, c'est un but commun. Or, ce but commun n'est pas évident pour personne. Il n'est pas inscrit dans la nature de l'homme, dans son instinct comme les animaux.
Il faut le découvrir, ce but commun. Il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que le but commun de l'homme, d'une société? Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, toujours. Or, répondre à cette question, on le sait, c'est le propre de l'intelligence. Oui, parce que c'est la question de l'être. Et l'être, c'est l'objet de l'intelligence. Vous allez me dire, non, vous avez dit tout à l'heure que c'était le sens, l'essence, la nature. Oui, mais l'être découvert par l'être humain, on a vu ça dans notre première année, se manifeste sous forme d'essence, de nature. Essence et nature, c'est un peu synonyme, hein, si vous vous rappelez, à part quelques distinctions. Donc, la réponse à la question de qu'est-ce que c'est l'être, et l'être, c'est l'objet de l'intelligence. Seule une intelligence peut concevoir un but. Il ne faut pas seulement connaître ce but commun, il faut aussi le faire connaître aux autres. Il faut convaincre les autres de la vérité de ce but commun. Et cela est l'œuvre de l'intelligence. Vous voyez, il ne suffit pas de l'avoir découvert. Il faut aussi le faire connaître, le montrer. Vous voyez, pas dire j'ai une idée, j'essaye de vous faire passer mon idée chez les autres, non. Mais montrer qu'est-ce que la réalité. L'intelligence se demande qu'est-ce que c'est la chose là, pas ce que je pense moi. Qu'est-ce que la chose là, et chercher ce qu'elle est, le découvrir, dire ben voilà, elle est comme ça, comme ci, comme ça, si ça se découvre clairement, et le faire connaître aux autres, c'est-à-dire convaincre les autres de la vérité de ce but commun, c'est-à-dire montrer la réalité du but commun, pas dire alors ça passe par les idées, on sait que les idées au sens thomiste, c'est l'essence dans l'esprit humain, mais ce n'est pas une conception personnelle, pas l'idée au sens de conception personnelle, mais la chose en elle-même, ce qu'elle est en elle-même, la réalité de la chose. De même, il faut concevoir les moyens d'atteindre ce but commun. Alors, il n'est pas évident, hein, ce but commun, il faut le découvrir. De même, on sait qu'avec l'intelligence ne découvre pas son objet comme la vue corporelle. La vue corporelle, il suffit d'ouvrir les yeux et on voit tout de suite, on saisit la réalité sensible. Mais l'intelligence, elle ne fonctionne pas comme ça, on l'a vu. Hein, elle a besoin de chercher son objet de diverses manières. Il y a 5 cours sur la connaissance, hein, je vous rappelle, en première année. Donc, si vous êtes passé un peu rapidement dessus, une bonne occasion pour les revoir. De même, on continue, il faut concevoir les moyens d'atteindre ce but commun. Et cela encore, seule une intelligence est capable de le faire. Hein. Les moyens adaptés à la fin. Et même si le but commun est le même pour tous selon la nature humaine, la manière de l'atteindre varie indéfiniment selon les lieux, les temps, les caractéristiques des groupes ethniques, etc. Et là encore, c'est à l'intelligence de concevoir la manière d'atteindre ce but selon ses caractéristiques. Vous voyez, hein? Le même but pour la nature humaine, selon le mode d'emploi dont on a parlé. Hein, l'être humain, il est comme il est, et il doit fonctionner comme il est. Et alors, il y a des constantes universelles pour tous les hommes, mais il y a aussi heureusement, hein, ce qui fait la diversité, la richesse de notre vie, aussi la diversité des lieux, des temps, des caractéristiques de groupes ethniques, comme on le disait, les coutumes, des façons d'agir. Et tout ça, c'est encore l'intelligence, pour dire que l'intelligence est nécessaire à déterminer ce but commun. Il ne peut donc y avoir de société que là où il y a l'intelligence, c'est-à-dire entre des êtres humains. On ne peut pas parler de société entre animaux comme chez les abeilles ou les fourmis,
Sinon, métaphoriquement, parce que les animaux n'ont pas par eux-mêmes l'intelligence, on l'a vu en première année. C'est pas évident pour aujourd'hui non plus, pour même des soi-disant savants. Bon, si on observe parfois des organisations remarquables chez eux, les animaux, que pour envier certaines organisations humaines, cela ne vient pas des animaux eux-mêmes, qui auraient chacun une intelligence et choisiraient librement de concourir au bien de tous. Ils agissent chacun par le déterminisme de leur nature qu'on appelle l'instinct. Il y a une intelligence qui a conçu leur organisation, mais ce n'est pas la leur propre. C'est l'intelligence divine qui a remarquablement doté ces animaux de capacité de s'organiser ensemble pour vivre en commun. Ce n'est pas eux qui choisissent de vivre ensemble ainsi. Alors ça c'est pas évident du tout quand on nous rabâche les oreilles, on nous rabat les oreilles avec l'évolution, les êtres, ils ont trouvé des stratégies, ils se sont su s'adapter à telle condition, mais c'est complètement aberrant. Je regardais un documentaire là récemment où c'est amusant d'ailleurs. L'hippopotame, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre à saucisse en Afrique, qui est d'une richesse d'utilité pour ces animaux qui vivent dans des conditions extrêmes, avec des très fortes chaleurs et puis des dégels, etc. Et alors, l'hippopotame mange les gousses qu'on appelle de cet arbre à saucisse, et quand il déjecte, derrière, il y a sa petite queue qui fait ça, qui éparpille les graines, comme s'il semait les graines par derrière. Et il montre ça là, dans le documentaire. C'est très ingénieux, mais comment vous voulez? C'est pas l'arbre qui a pu concevoir ça. C'est pas l'hippopotame non plus qui va faire ça avec sa queue derrière pour dire comme ça je vais semer des graines et puis dans plusieurs dizaines d'années il y aura des arbres qui vont me donner à manger à mes enfants. Vous voyez, ça tient pas debout. Ils voient pas ça les gens. Bon, bref. Mais voilà, pour dire que les animaux n'ont pas l'intelligence, ils ont les résultats, si on peut dire, d'une intelligence qui est l'intelligence divine, qui a construit ces êtres avec des instincts qui les fait agir d'une certaine manière. Donc, il y a une intelligence donc qui a conçu leur organisation, mais ce n'est pas la leur propre. C'est l'intelligence divine qui a remarquablement doté ces animaux de capacité de s'organiser ensemble pour vivre en commun. Ce n'est pas eux qui choisissent de vivre ensemble ainsi, hein. C'est inscrit dans leur nature au départ, dès qu'ils sont nés. Mais ce que je dis là, c'est un simple exemple, il y en a des milliards, des milliers, des milliards, des milliards. Là. On peut pas, là. Je comprends pas, on comprend pas comment des savants, des gens qui se disent savants peuvent sortir des âneries pareilles. Alors là, il a quand même pas dit, sur l'exemple que j'ai donné, là, le commentateur n'a pas dit que l'hippopotame avait trouvé une stratégie, mais bon, mais il manque pas une occasion de nous le remettre, de nous en remettre une couche, et les gens, ils baignent là-dedans, et ils avalent tout ça, hein, sans se rendre compte. C'est ça qui est malheureux. Une société est donc l'œuvre de l'intelligence parce que l'essence d'une société implique un but commun, que ce but commun ne peut être connu et atteint que par une intelligence. Donc, voilà. La société est aussi l'œuvre de la volonté libre. Il ne suffit pas, en effet, vous suivez sur le tableau en même temps, bien sûr, il ne suffit pas, en effet, de découvrir par la connaissance quel est le bien commun d'un ensemble d'hommes, d'en être convaincu, il faut encore vouloir le réaliser d'un commun accord. Pour réaliser une œuvre en commun, il ne faut pas seulement la concevoir, il faut encore l'aimer et la vouloir. Ah oui. On peut dire, bon d'accord, votre idée elle est bonne, c'est bien, moi je rentre chez moi et puis voilà, sans plus. Il faut être partie prenante, vous voyez.
Il ne suffit pas non plus de vouloir ce bien commun, il doit encore être préféré au bien individuel, au point d'être qu'on soit prêt à sacrifier le bien individuel au bien commun. Aïe, 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 ça c'est... On ne sait plus du tout ce que cela veut dire aujourd'hui. Autrement, comme dans le cas de l'individualisme, ainsi qu'il arrive souvent aujourd'hui, le bien commun serait sans cesse remis en cause pour quelques biens particuliers, et il n'y aurait pas de société. Vous voyez ça, on a des exemples. Bon, je dis pas que tout le monde les gens ont forcément tort, mais où l'autorité va passer une route dans un pays, ça y est, on va casser nos arbres, on va plus être tranquille, on va être dérangé par les camions, tout ça. Bon, ouais, des fois ça justifie, mais c'est un peu trop, moi d'abord et les autres ensuite s'il en reste. Une société, en effet, comme on vient de le dire, a sa nature de société, n'est société que quand il y a un ordre entre les individus pour réaliser quelque chose de commun. Mais on en reparlera, parce qu'il y a de l'individualisme, non seulement du point de vue des gens, mais aussi du point de vue de petits groupes de gens. On peut appeler ça d'une certaine manière un certain individualisme, de groupes qui vont revendiquer leurs droits à eux et puis qui vont se moquer, sinon complètement, du moins en grande partie, du bien total, du bien des autres. On en reparlera, mais on sait par expérience aujourd'hui, peut-être plus que jamais, combien l'individualisme, oui, comme on l'a fait remarquer, paralyse une société. Donc une société ne peut se constituer qu'avec un projet de bien commun et avec des gens qui choisissent librement de le réaliser ensemble, c'est-à-dire qui le connaissent, le comprennent, l'aiment et le veulent. Je répète, c'est-à-dire qu'ils le connaissent, le comprennent, s'il ne suffit pas de le savoir, il faut aussi comprendre que c'est le bien commun, l'aiment et le veulent. Ceci est extrêmement important pour comprendre qu'il ne peut y avoir de société de gens contraints par la force. Vous voyez ? Parce que certaines personnes qui ont l'autorité peuvent voir, honnêtement, on les traite toujours de malfaiteurs, mais il faudrait arrêter ça aussi et puis dire que se rendre compte qu'on a besoin des dirigeants et on doit les aider. On est sans cesse en train de les condamner. Et pareil, admettons que les dirigeants aient des idées claires sur un bien commun. Et si les participants ne sont pas d'accord, parfois ils ont recours à la force. Bon, on verrait que parfois ça peut se justifier, parce que si les gens sont résolument contre le bien, et ce qui entraîne qu'ils soient pour le mal, sans s'en rendre compte forcément, des fois l'autorité peut employer la contrainte. Mais il faut éviter, pour faire une bonne société, le mieux c'est que tout le monde soit d'accord. Si le but réalisé ensemble n'est pas voulu librement, il n'y a pas de société, mais seulement un homme ou un groupe d'hommes, les dirigeants, qui réalisent leur projet, et les exécutants qui agissent selon un certain déterminisme, celui des dirigeants. Vous voyez ? Là, j'ai pris l'exemple des dirigeants qui auraient des bonnes idées, mais ça peut être aussi le contraire, et alors, voilà, ils peuvent, c'est arrivé, ça arrive encore, employer la contrainte pour forcer les gens à faire ce qu'ils veulent. On prend ce régime totalitaire, despotique, tyrannique, comme le communisme, le fascisme, le nazisme, qui ne peuvent absolument pas compter au nombre des régimes politiques, parce qu'il n'y a pas de société dans de tels régimes, parce que les gens agissent par contrainte, puis alors il faut voir dans quel but. Le nazisme, c'est vraiment il y a une recrudescence de cette doctrine, malheureusement. Je voyais un documentaire là,
les alt-right, les extrémistes de la droite qui revendiquent encore les mêmes idées. Hein. La troisième chose nécessaire pour réaliser une société après l'intelligence et la volonté, ce sont les vertus. Il ne suffit pas en effet que l'intelligence ait compris quel est le meilleur bien de l'homme, ni que la volonté l'aime et le veuille. Il faut encore une certaine force à la volonté pour réaliser effectivement ce bien connu et voulu. Vous savez que notre volonté est faible, on l'a vu déjà, par rapport aux vertus individuelles. Sinon, la volonté se détourne facilement de son devoir, comme on l'a vu, et de même l'intelligence. Il faut une certaine force à ses facultés, d'abord pour donner l'impulsion initiale, mais ça suffit pas, et ensuite pour durer dans le temps malgré les difficultés. Ce sont les vertus sociales. Pas de société sans vertu sociale. Une société minée par l'individualisme comme la nôtre, par exemple, ne peut pas se redresser sans une rééducation des vertus sociales. C'est un long et difficile travail, mais un travail nécessaire si la société peut retrouver sa nature, si la société veut retrouver sa nature, et si elle veut être ce qu'elle doit être. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut vivre en société, à ce moment-là, vivons en société. Si on veut pas vivre en société, à ce moment-là, habitons chacun sur une île déserte. Voilà. Merci de votre attention. Fin de cette deuxième partie de ce cours. À tout à l'heure pour la troisième partie.